Merci, merci David. Nous abordons à présent le débat d'orientation générale qui est ouvert par un jeune stagiaire de l'Association des maires de France, André Léniel, premier vice-président de l'AMF. Merci mon cher François. J'espère pouvoir gravir encore quelques échelons. Étant stagiaire, toute l'espérance m'est ouverte. Mais ça fait 7 ans que je suis en stage à tes côtés. Nous venons de passer un septennat. Oh, c'est une notion ancienne. Le quinquennat est venu tout gâcher. Mais le septennat que nous avons accompli ensemble sera pour moi sans doute l'une des périodes les plus riches de ma vie politique et de ma vie civique tout simplement. François, je veux te dire mes remerciements. Je pense que ce ne sont pas seulement des propos personnels. Je pense qu'en disant cela, je réponds aussi à beaucoup d'entre vous qui ne pourront pas monter à la tribune pour le dire. Car aujourd'hui, l'AMF a encore progressé. Nous avions fait avec Jacques Pélissard un immense travail, et puis nous l'avons continué avec toi, nous l'avons amplifié, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, chacun reconnaisse que l'AMF est une grande institution. C'est dû à ton talent. On nous avait dit au début, ta compagne dans un grand sourire nous avait dit ça, elle nous avait dit « Vous êtes vraiment un couple improbable ». Ministre de Chirac, de Sarkozy, ministre de François Mitterrand, c'était pas évident. C'était pas évident jusqu'à ce qu'on se découvre. Qu'on découvre, en tout cas de ma part, des passions communes. Ces passions, elles ont des noms simples que vous allez tous reconnaître. La passion de la République. Vous êtes de droite, de gauche, d'ailleurs, mais nous avons tous chevillé au corps, au cœur, la passion de la République. Il y a une deuxième passion qui nous unit, parce qu'elle est une clé essentielle de la vie en commun, du vivre ensemble, c'est la laïcité. Et nous nous sommes retrouvés dans ce combat difficile, à mettre en place une charte de la laïcité, qui a été complexe, mais qui aujourd'hui a beaucoup inspiré. Et puis bien entendu, ce qui nous a encore plus rassemblés que tout le reste, si c'est possible, c'est l'amour de la commune. Cet amour qui fait que nous nous retrouvions chaque fois que nous avions à parler de la commune. Oh, tout n'a pas toujours été un long fleuve tranquille, on a eu des débats, on a eu des désaccords, mais on a toujours su les surmonter. Et moi, je veux simplement te dire du fond du cœur, merci. Merci François. Merci pour tout ce que tu as fait. Mes chers collègues, nous avons avec François Baroin conduit l'AMF dans la tradition de dialogue qui est la nôtre, avec l'appui permanent des instances de notre association. Et je voudrais ici saluer l'ensemble des membres du bureau de l'Association des maires de France, du comité directeur. Nous avons eu tant et tant d'échanges, de débats que nous avons toujours su transcender pour en faire la ligne de l'Association des maires de France. Nous avons, sur toutes ces années, assuré la diversité de notre association. Nous avons garanti l'unité et l'indépendance de l'AMF. Rien que cela, c'est un extraordinaire bilan, une belle réussite. Mais nous sommes allés au-delà et nous avons su rassembler et constituer un front commun au sein de Territoires Unis avec nos amis des départements, des régions, et nous l'avons encore démontré ce matin. Nous avons, grâce à la qualité des équipes de l'AMF, et je veux
saluer l'ensemble de nos collaborateurs. Je veux dire combien ils sont précieux, combien ils sont essentiels, combien ils sont au service de chacune de vos communes, combien ils sont mobilisés, actifs, compétents. Et je pense que tous ensemble, nous pourrions les saluer et les remercier. Nous avons été force de proposition, mais aussi, chaque fois que nécessaire, de résistance, pour défendre les maires, pour défendre nos communes, non pas pour résister, mais tout simplement, comme l'a écrit Alexis de Tocqueville, parce qu'il est des résistances honnêtes et des rébellions légitimes. Eh bien oui, nous avons exercé notre droit aux résistances honnêtes et éventuellement aux rébellions légitimes. Il semblerait que certains nous le reprochent. Eh bien, je vous le dis très simplement, ces résistances, ces éventuelles rébellions, j'en assume la fierté. Le thème de notre congrès est « Face aux crises, les maires en première ligne ». Ça nous est apparu comme une évidence quand on a, entre nous, dit « mais quel titre allons-nous donner à ce congrès ?» Parce que nous avons été marqués, bien entendu, par 4 ans de crise, 4 ans d'action. Nous avions d'ailleurs commencé notre mandat par une autre crise, c'était sous le précédent quinquennat, et c'était la crise dramatique des attentats, du terrorisme, où nous avions su, à ton initiative, faire en sorte que nous soyons aux côtés de l'État, aux côtés du président de la République de l'époque, parce que c'était l'essentiel qui était en cause. C'était le cœur de la République qui était visé. Mais depuis 4 ans, ce sont d'autres types de crises que nous avons dû affronter. C'est la crise des Gilets jaunes, le dialogue rompu entre la base et le sommet, et nous avons réussi à mettre en place un rempart républicain face aux soubresauts d'une société défiante. Oui, nous avons puissamment aidé à ce que le dialogue puisse reprendre dans notre pays. Et nous l'avons fait, quelles que soient nos positions par rapport à l'État, parce que c'était l'intérêt national et parce que notre rôle en tant que maire de France est de répondre présent chaque fois que c'est l'intérêt national qui est en cause. C'était la crise sanitaire. Nous avons constaté la faillite de la technocratie des ARS, incapable de répondre sur le terrain aux attentes de nos concitoyens. Nous avons dû faire face aux injonctions contradictoires, aux protocoles absurdes. Je me souviens du premier protocole sur l'éducation nationale qui faisait 64 pages. Je l'ai réécrit de ma propre plume en 6 pages. Et ensuite, nous l'avons diffusé dans l'ensemble de la France. Et c'est ce protocole qui a été repris. 64 pages, 6 pages. C'est symbolique, mais c'est ça la réalité. Personne ne s'y retrouvait. Et puis, bien entendu, nous avons opposé la solidarité et la proximité comme remède, là où nous étions face souvent à l'absurde ou à l'inconséquent. Mais nous avons été dans des situations impossibles. Je vais vous donner un seul exemple. Nous avons, et l'AMF y a beaucoup travaillé, distribué des masques. J'ai été de ceux qui, de sa propre ville, pour son propre centre hospitalier, a été celui qui a fourni les masques au centre hospitalier, car l'État était incapable de le faire. Mais je l'ai fait très vite. Je l'ai fait très vite, comme beaucoup d'entre vous. C'est-à-dire avant que le président de la République ne fasse un discours qui disait qu'on pouvait le faire. Eh bien oui, quelle a été la conséquence de tout cela? C'est que nous n'avons pas été remboursés parce que nous l'avions fait avant le propos présidentiel. Est-ce que nous n'atteignions pas là le comble de l'absurde? Ceux qui ont été les plus rapides, ceux qui ont été sur le terrain, ceux qui ont répondu à l'urgence sont ceux qui ont été pénalisés. Alors oui, les maires ont fait face, alors que l'État était souvent, trop souvent, hésitant, imprévoyant et se délitait.
Il y a une très belle formule, tant pis je te la pique François, qui est que l'État a fait ce qu'il a pu, ce qui est une formule aimable. Mais tu as ajouté, nous avons fait tout le reste. Alors oui, ce que nous constatons, mes chers collègues, c'est que l'État qui se veut omnipotent dans de nombreux cas s'est révélé en réalité souvent impotent sans le concours des collectivités locales. Pour nos concitoyens, et ça a été, j'allais dire, non pas une surprise, mais ça a permis de révéler beaucoup de choses. Pour nos concitoyens, les maires ont démontré dans les épreuves leur capacité à faire, mais pas seulement à faire bien, à faire vite. Les masques, les tests, la vaccination. C'est nous qui avons porté, pour une bonne part, les réponses. Ensuite, l'État, peu à peu, s'est adapté, parfois bien, heureusement, parfois de manière plus problématique. Mais c'est nous qui avons répondu à l'urgence et qui avons démontré pour nos concitoyens que c'était les communes, que c'était le niveau de proximité, que c'était la démocratie locale, que c'était nos services publics locaux et l'ensemble de nos collaborateurs de nos services publics locaux qui étaient à la fois le premier recours pour nos concitoyens, mais aussi le dernier espoir. Et je crois que cela a été bien compris. Et ce n'est pas un hasard si nous sommes aujourd'hui les seuls, nous les maires de France et leurs équipes, à avoir massivement la confiance de nos concitoyens. Mais cela ne nous fait pas oublier que nous avons été gravement stigmatisés. Je dis toujours que je n'ai aucune rancune, mais j'ai de la mémoire. J'espère que vous êtes comme moi. Nous étions des élus trop nombreux. Ça a été la première intervention du président de la République. C'était à la Conférence nationale des territoires, au Sénat. Premier propos, vous êtes des élus trop nombreux. Tout ce que je vais dire, je tiens à votre disposition les lieux, les dates et même parfois les vidéos. Trop nombreux. On nous a dit, à peu près dans la même période, que nous étions dépensiers, inefficaces. Tous ces mots ont été prononcés. Et clientélistes. C'est d'ailleurs lors de la présentation du rapport Borloo que le président a, par 3 fois dans son discours, dit que nous étions clientélistes, parce que nous souhaitions que les emplois aidés soient rétablis, que soient mieux pris en compte nos banlieues. Et à cela se sont ajoutées des campagnes scandaleuses. Rappelez-vous, balance ton maire. Rappelez-vous, le ministre de l'Intérieur donnant la liste des communes qui avaient osé utiliser leur liberté fiscale en augmentant la taxe d'habitation. Nous n'en sommes plus aujourd'hui, heureusement, aux invectives, les crises sont passées par là, et le rôle de la commune s'est imposé. Mais sommes-nous sûrs que le président et son gouvernement ont pris réellement la mesure des choses et ont appris réellement de ces crises? Car pendant tout ce temps, nous continuons à vivre une recentralisation massive. La décentralisation, ce n'est pas une réforme technique, c'est un projet politique qui a pour but de réoxygéner la démocratie, de rapprocher le pouvoir du citoyen. C'est une condition d'une citoyenneté revivifiée. Or, c'est souvent l'inverse que nous vivons. L'État décide et les élus sont sommés d'exécuter. On continue beaucoup trop souvent à nous considérer comme des supplétifs. Et puis, il y a une kyrielle de tutelles. Quelques-unes ont été évoquées dans les discours précédents. La plus lourde, c'est bien entendu la tutelle financière. La tutelle financière, la fin de l'autonomie financière et fiscale, la nationalisation de l'impôt. Je le disais dans la conférence de presse sur les finances ce matin, en réalité, les citoyens ne gagnent rien à l'arrivée parce que les 23 milliards qu'a coûté la réforme, c'est intégré bien entendu dans les impôts nationaux. Vous savez, ça ne disparaît jamais par miracle. Mais cette nationalisation de l'impôt, ça a été vrai pour les impôts économiques, dont on vient de nous supprimer plusieurs milliards, c'est vrai pour la taxe sur l'électricité,
ont été remplacés par des dotations dont l'État est seul maître. Et donc, progressivement, les budgets de nos collectivités ne sont plus que des budgets annexes de celui de l'État. Et puis, il y a l'étouffement financier, le coût de la crise. Le coût de la crise, nous l'avons chiffré. Pour 2020, ça a été pour les collectivités territoriales 5 milliards 100 millions. Chiffres avérés, ce sont ceux de Bercy que nous avons repris dans le rapport de l'Observatoire des finances. 5 milliards 100 millions. En retour, en 2020, nous avons reçu 440 millions de l'État. Mettez en rapport ces deux chiffres. 5 milliards 100 de pertes de recettes ou de dépenses supplémentaires, 440 millions de retour. Bien entendu, cela conduit à un étouffement financier, à une difficulté. Cela se traduit de manière importante par la baisse des investissements. Les investissements des communes et de leurs intercommunalités ont baissé de 14,5% en 2020. Ça a été une baisse faramineuse de l'autofinancement, et en particulier de l'autofinancement net, c'est-à-dire celui qui permet d'investir, celui qui permet de moderniser nos territoires, celui qui permet de faire face aux demandes de nos concitoyens. Et puis, c'est aussi, bien entendu, les contrats de Cahors, que j'avais baptisés de contrats léonins. Vous savez, les contrats léonins, c'est ceux où une seule partie définit les conditions. C'est bien le cas, c'était l'État qui définissait les conditions, et non seulement les conditions, mais les sanctions. C'est-à-dire que c'est tout sauf un contrat. C'est aussi les dotations d'investissement orientées par le gouvernement systématiquement. Cela a déjà été évoqué. Ce sont les appels à projets, ce sont les appels à manifestation d'intérêt. C'est la dotation de soutien à l'investissement local, la DSIL, qui est fléchée, ciblée. Ce sont des mots nouveaux qu'on découvre, on cible. Sauf qu'à travers cela, nous le savons les uns et les autres, sur nos 35 000 communes, il y en a 25 000 qui sont hors d'état de déposer dans des délais souvent très restreints des dossiers d'appel à projet ou d'appel à manifestation d'intérêt. C'est-à-dire que les dispositifs qui sont des dispositifs de recentralisation, puisqu'ils sont ciblés uniquement sur les priorités de l'État, sont aussi des dispositifs d'injustice des territoires qui vont en s'accélérant. Et bien entendu, ça n'est pas acceptable. La recentralisation, c'est aussi la politique du logement. Avec François Baroin, dès le début, nous avions dit que le gouvernement allait dans le mur avec sa réforme de l'APL, avec sa volonté de faire qu'il y ait des mariages forcés. Aujourd'hui, nous y sommes. Nous avions malheureusement raison. J'aurais préféré, mon cher François, que pour une fois nous ayons tort. Mais nous avions raison, et aujourd'hui, la crise du logement, elle est profonde. Elle est profonde. Et il y a des millions de nos concitoyens qui attendent un toit. C'est là aussi, j'allais dire, l'urbanisme, ça a été évoqué à travers le zéro artificialisation, ça pourrait l'être sur d'autres sujets liés à l'urbanisme, qui est devenu un maquis dans lequel la plupart de nos collectivités sont complètement hors d'état de se défaire de l'administration, qui nous enserre dans tellement de règles, avec un empilement de tellement de plans que nous n'arrivons plus à savoir qui fait quoi et surtout qui nous retarde dans la quasi-totalité des ambitions et des projets qui sont les nôtres. C'est aussi la politique de l'eau et de l'assainissement. Nous demandons une chose simple, c'est que ceux qui veulent intercommunaliser l'eau et l'assainissement puissent le faire, mais que ceux qui ne le souhaitent pas puissent s'en dispenser. Moi, je ne sais pas comment c'est dans vos départements. Dans l'Indre, on n'est peut-être pas les plus futés, quoique, après tout, on n'a pas de complexe. Mais, vous voyez, dans l'Indre, les nappes phréatiques n'épousent pas les limites des intercommunalités. Ça doit être sans doute une grande défaillance. Alors oui, disons-le simplement, lorsque l'État cadenasse les collectivités, limite leurs compétences, réduit leur autonomie financière et fiscale, alors la décentralisation est vidée de son sens et les élus locaux ne sont plus considérés que comme des figurants. Comment, dans ces conditions, s'étonner que les urnes puissent être boudées? La libre administration est aujourd'hui en guenilles. Il en reste bien peu de choses.
l'autonomie financière et fiscale fantomatique. Et disons-le, dans ces principes, la Constitution est aujourd'hui bafouée. Je propose que la prochaine direction de l'Association des maires de France prenne l'initiative d'interpeller le Conseil constitutionnel sur ces sujets, qui sont des sujets essentiels pour la vie de notre pays. Il faut vraiment qu'il soit compris au niveau national que nous ne sommes pas des exécutants. Nous sommes les élus de la République. Nous avons une légitimité propre. Nous sommes la France du quotidien, des piliers, disions-nous souvent. Mais nous ne sommes pas que des piliers, c'est un peu statique. Nous sommes aussi une avant-garde dans beaucoup de domaines. Nous sommes aussi des forces d'innovation, de proposition. Il paraît, en disant cela, que l'AMF serait incommode. J'ai entendu le mot. Mais mes chers collègues, quelle serait l'utilité de l'AMF si elle était commode? Et maintenant, il nous faut, me semble-t-il, et ce sera le travail de ceux qui seront à la tâche dans les jours à venir, impulser un mouvement d'émancipation, de libération des initiatives, de libération des énergies. Il faut sortir des faux-semblants, des innombrables et pseudo-concertations qui ne sont trop souvent qu'une façade tentant de masquer la verticalité du pouvoir. Nous ne voulons pas d'être, nous ne sommes pas en guerre avec l'État. Mais avouons que de temps en temps, nous aimerions bien que lui nous laisse en paix. Nous voulons sincèrement un véritable dialogue, loyal, exigeant bien sûr, mais aussi une négociation sur les sujets qui sont de notre compétence. Nous voulons une autonomie fiscale et financière. Nous voulons la mise en œuvre d'un principe simple que nous avons souvent rappelé. Qui paie commande et qui commande paie. Pour tout cela, il nous faut une véritable nouvelle étape de la décentralisation. Pas la loi 3D, qui ne s'appelle comme ça que parce qu'elle n'a aucun relief. Non, nous voulons une grande loi de liberté locale, afin de tirer ensemble, État, collectivités, les conséquences des crises que nous vivons et surtout des réponses à apporter. Sinon, ce n'est pas seulement l'institution municipale qui sera affaiblie, mais c'est la démocratie représentative tout entière. La France a besoin de ses villages, de ses villes et de leurs élus, des services publics locaux et de leur personnel, de l'innovation locale, d'une démocratie de proximité revivifiée. Rappelez-vous la phrase fameuse de François Mitterrand au moment des grandes lois de décentralisation. La France a eu besoin de la centralisation pendant plusieurs siècles pour se construire. Et il ajoutait, elle a aujourd'hui besoin de la décentralisation pour ne pas se défaire. Il est dommage que 40 ans après, nous en soyons à nouveau à ce stade pour notre pays. L'AMF a, dans les années et mois à venir, un rôle essentiel à jouer. Celui de pôle de stabilité de la République aux côtés des maires qui en sont les acteurs majeurs. Elle doit, pour y parvenir, être ferme dans la défense des communes et des libertés locales. Elle doit être porteuse d'une République décentralisée au plus près des citoyens. Mobilisons-nous pour une AMF utile, constructive, rassemblée, dynamisée, au service des maires et de nos concitoyens. Surtout pour remplir au mieux sa mission au service des maires, des communes et intercommunalités de France, l'AMF doit être forte de sa diversité, combative et libre. Au Congrès des régions de France, ils ont eu la très bonne idée de faire intervenir un jeune homme. Je dirais plutôt un homme aux idées jeunes, appelé Edgar. Il nous a parlé d'humanité, de citoyenneté, de proximité. Il nous a dit que notre société a besoin de nécessaires îlots d'innovation, de solidarité, de fraternité. Cet Edgar est Edgar Morin. Il a 100 ans. Et ayant la chance de m'exprimer au Congrès des régions de France, après Edgar,
Je lui ai simplement dit avec un grand sourire, et il a opiné du chef, « Edgar, ces îlots existent, ce sont nos communes. Elles sont des lieux de modernité, de création continue. Elles portent les valeurs fondamentales de la démocratie vécue, de la laïcité au quotidien, du vivre ensemble. Ce sont elles qui peuvent édifier cette République plus humaine, fraternelle, juste, qu'attendent nos concitoyens d'outre-mer et de métropole, à laquelle les maires sont attachés, pour laquelle ils se battent au quotidien. C'est difficile d'espérer cette République plus humaine, fraternelle et juste? Alors je vous répondrai par une citation du poète René Char. Le réel, quelquefois, désaltère l'espérance. Le réel, quelquefois, désaltère l'espérance. Et René Char ajoutait, c'est pourquoi, contre toute attente, l'espérance survit. C'est pourquoi, contre toute attente, l'espérance survit. Mais on ne va pas se contenter d'espérance. On va lutter tous ensemble, parce qu'on croit à la France des territoires, parce qu'on croit à nos communes et parce qu'on croit à la République. Merci André, et nous abordons à présent les questions-réponses. Je crois qu'il y a des micros qui sont installés dans les travées de cette salle circulaire. Et donc, les premières questions. Voilà, un petit coucou. Je vous en prie. Avec une petite présentation, si je puis me permettre. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Martine Mousserion, maire d'Anché. Une petite commune de la Vienne de 356 habitants à 25 km au sud de Poitiers. Et je suis également vice-présidente de la communauté de communes du Civraisien en Poitou, au sud de la Vienne également. Je voudrais vous aborder la question suivante qui nous préoccupe beaucoup, nous les maires ruraux de la Vienne. Donc mon département, et plus particulièrement le territoire de la communauté de communes du Civraisien en Poitou, sont très, je dirais même trop, impactés par des implantations d'éoliennes, ce qui génère beaucoup de mécontentement et de division. J'aimerais connaître la position de l'AMF sur cet épineux sujet. Comment nous, les maires des communes concernées, pouvons-nous retrouver notre pouvoir de décision d'urbanisme? Merci. Alors effectivement, on en a entendu parler de ce sujet. André Léniel, pour vous répondre. Non, très simplement, c'est vrai que quand j'ai dit qu'il y avait une recentralisation par l'urbanisme, j'avais aussi en tête les éoliennes, pour tout vous dire. Parce qu'il n'est pas normal qu'un maire ne puisse pas décider de l'aménagement de son territoire. On peut être pour les éoliennes, je ne vais pas entrer dans le débat pour ou contre les éoliennes. Par contre, si un maire, son conseil municipal, pense que sur son territoire, ce n'est pas la place d'y installer des éoliennes, alors il doit avoir la possibilité d'être maître de son urbanisme. Parce que si à travers à la fois les textes que nous évoquions très complexes sur l'artificialisation, mais aussi sur l'aménagement de chacune de nos communes, c'est l'État qui décide à notre place, alors très honnêtement, il n'y a plus besoin de maires, de conseillers municipaux, laissons les sous-chefs de bureau décider à notre place. Donc oui, il faut que chaque maire, que chaque commune ait la possibilité de choisir d'implanter ou de ne pas implanter en fonction de l'intérêt local, en fonction du sentiment de nos concitoyens, ce qui peut l'être. Redonnons cette liberté qui n'aurait jamais dû leur échapper. Madame. Bonjour à tous. Je suis une élue de Corse du Sud. Je suis le maire de Piana, à 450 mètres d'altitude, et je suis vice-présidente de la communauté des communes de Spelunca-Liamone. Les candidats, donc, ont tous les deux parlé d'urbanisme. Je vais continuer sur l'urbanisme parce que c'est le gros problème des communes. Alors, je voudrais savoir
Depuis 2001, je viens tous les ans au Congrès des maires. Depuis 2001, nous parlons d'urbanisme et l'AMF, je le dis tranquillement parce que c'est vrai, n'a strictement rien fait. Le président de la République est venu ici parce qu'il a répondu à ma demande, lorsque j'ai été le voir à l'Élysée, sur l'empilement des règles d'urbanisme. Et il a dit, nous allons nous atteler à ce problème et nous allons régler l'urbanisme. Nous avons eu la loi Elan. Je pense qu'ils se sont complètement plantés. Parce que ceux qui ont, moi je suis à 450 mètres d'altitude et j'ai du littoral. Et on nous applique la loi littorale. Donc, je voudrais savoir, je voudrais qu'on s'engage, monsieur le président Barouin, je vous avais rencontré lorsque vous avez été élu. Vous aviez promis d'envoyer des gens en Corse pour voir quel était le problème, puisque nous sommes la seule région de France où il n'y a pas de document d'urbanisme. Nous sommes pratiquement à 90% au RNU. Nous sommes obligés d'aller discuter avec l'État, on parle d'État depuis tout à l'heure, pour savoir si oui ou non nous allons pouvoir délivrer un permis de construire. Alors, la question que je pose est, est-ce que oui ou non, l'AMF va s'attaquer à l'urbanisme et mettre à plat toutes ces lois? Je voudrais parler d'une loi qui est la loi littorale. Elle a plus de 30 ans. Est-ce que 30 ans après, une loi ne doit pas être mise à plat et regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas? Mais non, à chaque fois, il y a des lobbies, il y a les associations, et on a peur des associations. Nous, les maires, nous n'avons peur de personne. Voilà, merci. Je vais répondre. Alors, je me souviens parfaitement de notre entretien. D'ailleurs, comment l'oublier? Je me souviens de votre caractère, je me souviens de votre regard, je me souviens de votre tempérament, je me souviens de vos engueulades et je me souviens de vous avoir dit, si vous nous donnez tous les pouvoirs, l'AMF réglera tous vos problèmes. Parce que, et pour répondre sur le sujet, sur l'urbanisme, franchement, on a pris toutes les positions, on s'est appuyé sur les parlementaires, à l'Assemblée nationale, au Sénat. L'un des deux candidats, pour n'en favoriser aucun en le citant, a évoqué l'empilement des différentes strates de textes. Le plan local d'urbanisme, c'est vrai, il est à notre main, mais c'est un document d'urbanisme qui est fixé dans le cadre légal et ces modifications de codification sont de l'expression de la volonté de la représentation nationale. La loi Elan, elle a fixé un certain nombre de cadres. Les débats aujourd'hui qui existent sur l'urbanisme sont insensés. Et c'est bien l'une des raisons pour lesquelles, dans notre grande ambition de débat autour d'un transfert de liberté locale et de responsabilité locale, on souhaite mettre le logement dans le transfert des compétences. André Léniel a évoqué la réforme de l'APL. C'était une mesure budgétaire, comptable, stupide, au nom du fait que, selon l'État, les offices publics de l'habitat étaient des dodus dormantes et elles avaient toute une trésorerie opulente. Tous les EPH ont alerté au niveau national pour dire la première année, on va taper dans l'autofinancement. La deuxième année, on n'investira plus dans l'amélioration de l'habitat collectif. La troisième année, on ne pourra plus produire. On est à la veille d'une crise du logement majeure. C'est vrai en Corse parce qu'il y a une dynamique démographique. C'est vrai partout en France. Donc là où vous avez raison, et conserver ce charme, et conserver cette autorité naturelle, et conserver votre engagement, et aider l'AMF à être la force collective au moment du renouvellement des instances de l'État avec la présidentielle législative pour obtenir des changements profonds et un rééquilibrage, et donner enfin la main sur la maîtrise et l'aménagement du territoire aux maires, et non pas à un État centralisateur, lointain, et qui ne comprend pas réellement la politique du coin de la rue de chacune de nos communes de France. Il faut que je me tourne un peu sur ma gauche, pardon André, qui reste donc à ma droite. À vous. Bonjour, je suis M. Morin, je suis maire d'une petite commune de 240 habitants dans le nord de la Côte d'Or, pas très loin de Troyes. Tout à l'heure, vous évoquiez la liberté de nos communes, mais je me pose une question parce que c'est le 4e mandat que je fais, et c'est la première fois que, quand j'ai fait mon budget l'année dernière, qu'au niveau financier, mes recettes sont équivalentes à mes dépenses. C'est-à-dire qu'on
on n'a plus de marge financière. On est des petites communes où on n'a pas de forêt, on n'a pas de pylône, on n'a pas d'éoliennes, et on va se retrouver à ne plus pouvoir faire l'essentiel de nos projets, c'est-à-dire pas des projets, on ne va pas construire un stade avec un dernier synthétique, on ne va pas faire une médiathèque, nous on veut simplement faire les rues, entretenir nos bâtiments, mais je n'ai plus de marge financière et je ne suis pas endetté au possible, mais le problème va se trouver s'il n'y a pas une différenciation dans les subventions ou trouver une solution, je ne sais pas laquelle, ce n'est pas facile, mais il va falloir trouver quand même une solution parce que nos communes, nos petites communes vont plus pouvoir survivre. Et si on voulait supprimer les communes, sans le dire, on va nous supprimer la partie financière et puis on ne va plus exister. Donc j'aimerais bien que l'AMF regarde de plus près nos petites communes, celles qui n'ont pas les moyens, et trouver une solution pour qu'on puisse apporter, avoir des projets. Vous parliez d'innovation, on a des idées, pas des idées grandioses, mais des idées qui peuvent faciliter la vie de nos habitants, et c'est pour ça qu'on est élus, mais on n'arrivera plus à ne rien faire si on n'a pas cette autonomie financière qui nous permettra de réaliser nos projets. Merci. Merci beaucoup pour cette question qui est une réalité. André Léniel, qui est par ailleurs président du comité des finances locales. Oui, très simplement parce que je l'ai évoqué dans mon propos il y a quelques instants en parlant de l'étouffement financier d'un certain nombre de nos collectivités locales. C'est vrai que nous sommes aujourd'hui dans beaucoup de communes rurales, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi les communes de banlieue qui ont des charges spécifiques. L'outre-mer, nous avons eu hier un long débat avec les maires d'outre-mer sur l'étouffement financier qu'ils subissent les uns et les autres. Nous arrivons, disons-le très clairement aujourd'hui, à la fin d'un système. Aujourd'hui, la DGF n'a plus aucun sens tel que nous la connaissons aujourd'hui. Oui, ben, vous pouvez, hein. N'hésitez pas. Bon, la DGF, aujourd'hui, elle est totalement déstructurée. Elle ne répond absolument plus à un certain nombre d'impératifs. En ce qui concerne les crédits d'investissement, c'est ce que j'évoquais. Si vous n'avez pas la capacité d'ingénierie qui vous permet d'entrer dans les cases des appels à projets, mais c'est vrai même simplement pour la DETR ou pour la DSIL, ben vous passez à côté et vous n'avez quasiment aucune subvention. Le système fiscal, aujourd'hui, ne nous permet plus de lever l'impôt. Il nous reste pour nos communes le foncier bâti, mais dans la plupart des cas, nous avons, surtout dans les petites communes, un foncier bâti modeste et des habitants qui ne le sont pas moins. Et nous allons, alors qu'il n'y a plus que ce levier, essayer d'ajuster nos moyens aux besoins de nos concitoyens. Mais c'est impraticable. On nous dit, vous avez encore le levier fiscal. Mais non, sauf dans quelques lieux qui ont la chance d'avoir vraiment du foncier bâti de qualité, des gens capables de payer des charges supplémentaires. Mais dans l'immense majorité de nos communes, sans doute 33 000 sur 34 500, nous sommes hors d'état d'utiliser le levier fiscal parce que ça rapporte quasiment rien, puisqu'il n'y a plus qu'un impôt, là où on pouvait répartir des augmentations sur 4 impôts antérieurement. Donc nous sommes ficelés, et ça fait partie de la recentralisation qui nous met en situation de dépendance par rapport à l'État. Donc il faut, et c'est d'ailleurs ce que nous souhaitons, que dans la grande réforme constitutionnelle qui devrait être engagée, que la grande loi de liberté locale que nous attendons, soit garantie l'autonomie financière et fiscale de chacune de nos collectivités. Si nous n'avons pas ces garanties constitutionnelles, avec bien entendu une réforme fiscale qui permet à chaque niveau d'avoir un impôt efficace, alors nous ne répondrons pas aux attentes qui sont les vôtres, qui sont les miennes, qui sont celles, j'en suis convaincu, de l'immense majorité de nos concitoyens, mais aussi et surtout de l'immense majorité des maires. Merci André. Chers collègues. Oui, bonjour Monsieur le Président, bonjour messieurs et mesdames les membres du bureau. Daniel Bourri, maire de Saint-Vite, une commune de 1300 habitants en Lot-et-Garonne. Je vais peut-être faire un hors-sujet, quoique je me pose la question pour savoir comment pourrait intervenir notre association pour lutter efficacement contre la désertification médicale que l'on trouve partout dans nos territoires. Est-ce que j'ai cru comprendre que certaines personnes voulaient auditer
les candidats à la présidence de la République prochainement, est-ce que ça ne pourrait pas être un enjeu majeur et leur demander de se positionner de manière à ce qu'on ne puisse plus subir cette désaffection dans certaines zones de notre pays. On perd une égalité de chance par rapport à la disparition des services d'urgence dans certains hôpitaux et surtout la médecine de ville, généraliste et des campagnes tend à disparaître. Je pense que notre association devrait être une force de proposition. On a bien entendu que le numéro clausus avait été relevé. C'est un premier pas, mais il va falloir attendre une dizaine d'années. Mais demain, comment fait-on? Est-ce que notre association peut intervenir efficacement? Je pense que dans quelques mois, les candidats vont attendre nos suffrages. J'espère que parmi leurs propositions, celle-ci fera une bonne partie. Merci, merci beaucoup. Ça appelle moins une réponse de notre part qu'une intégration, peut-être, sauf si quelqu'un souhaite prendre la parole sur ce sujet. Ça fera partie de nos revendications. N'oubliez pas que dans le courant du premier trimestre, il y aura, n'en point douter, une organisation d'un rassemblement qui permettra d'auditionner tous les candidats à l'élection présidentielle. Peut-être encore une ou deux questions. Je vois que Jean se rapproche. Voilà, parce qu'on est contraint par le temps, beaucoup de questions, et des questions qui seront traitées demain et après-demain dans les débats, dans les forums. Et puis vous pouvez contribuer pour envoyer aussi vos propositions, vos questions qui seront reprises dans le texte de la résolution. Peut-être une dernière intervention? Alors de ce côté, cette fois, il faut passer de ce côté, Monsieur le Président. Merci. Donc, je suis Christian Hubot, je suis maire d'une commune dans les Hautes-Alpes, presque 1000 habitants, conseiller départemental et premier vice-président de notre seule agglomération des Hautes-Alpes. Je voulais revenir sur ce qu'a évoqué tout à l'heure André sur la compétence eau et assainissement. Nous sommes confrontés à un problème que nous n'arrivons pas à trouver la solution. Nous avons délibéré, nous avons conventionné entre nous, les 17 communes de l'agglo. C'est des conventions et des délibérations qui sont exécutoires. Et nous sommes confrontés aujourd'hui à la Direction générale des finances publiques qui s'appuie sur une circulaire qui n'a jamais fait partie ni des débats parlementaires, ni de l'esprit de la loi. Et on nous empêche aujourd'hui, comme la convention que nous avons prise entre nous, de pouvoir investir, de payer les emprunts, enfin de faire notre rôle. Et les mandats sont bloqués, qui nous empêchent de payer les entreprises, pour certaines depuis plus d'un an et demi. Donc on ne sait plus comment il faut faire pour arriver à résoudre ce problème. Donc j'en appelle à notre association pour essayer de nous donner un grand coup de main là-dedans, parce que c'est, comme l'a dit tout à l'heure le vice-président, quelque chose qu'on n'arrive pas à solutionner. Merci. On va regarder ça dans le détail avec André et les services, et évidemment on va relayer, c'est le rôle de l'AMF, bien sûr. Voilà, donc le temps de la résolution générale viendra. Il est encore temps de faire vos propositions et surtout de participer au forum, au débat, parce que tout ce que vous dites est repris aussi dans les conclusions de ce congrès qui est votre congrès. Et cette assemblée générale arrive à son terme avec l'intervention de clôture, le discours de clôture. Et bien évidemment, je vous demande